Le superintendant Fast traverse Kiruna au pas de charge. On dirait un chasse-neige vivant. Les passants s'écartent sur son passage, le saluent hâtivement, lèvent leur bonnet, font la révérence, le regard figé. Cela ne le dérange pas qu'on le craigne. Au contraire, il appelle la haine des autres de tous ses vœux. Elle le rend plus fort, elle durcit son cœur comme de l'acier trempé. À vrai dire, cela lui convient très bien que les gens de Kiruna sachent, mais ne puissent rien prouver. En mettant cet effronté à genoux, il a mis toute la ville à ses pieds. La seule personne qui ait encore du pouvoir sur lui est le directeur Lundbom, mais Lundbom est un imbécile. Fast lui a écrit pour lui raconter le tragique événement. Dans sa lettre, il précise que l'enquête a révélé que l'institutrice avait plusieurs amants et qu'elle vient de mettre au monde un enfant de père inconnu. Il ajoute que le meurtre ne sera probablement pas élucidé. Le directeur n'a pas répondu à sa lettre. Fast en conclut que désormais, on ne le verra plus très souvent à Kiruna. Tant mieux. Fast a d'autres chats à fouetter. Le broyeur de la mine est resté silencieux ce matin, et il traverse la ville comme un empereur furieux pour aller voir ce qui se passe. À quoi bon avoir des gens pour surveiller le travail s'il doit tout faire lui-même ? À quoi sert de forer si le minerai ne peut pas être broyé, chargé dans des wagons et transporté ? D'habitude, on entend de très loin la machine qui sert à briser les blocs de minerai. Mais aujourd'hui, on n'entend rien. Les ouvriers fument, assis devant l'énorme concasseur. Ils se lèvent en voyant approcher le superintendant. Un surveillant se lance dans des explications. « C'est un bloc de pierre qui s'est coincé et qu'on n'arrive pas à dégager. » Mais le régisseur général Fast n'a pas le temps d'écouter ces explications. Il bouscule l'ouvrier et lui arrache la barre de fer qu'il tient à la main. Les hommes le suivent comme des élèves bien sages. Le concasseur est un énorme rouleau hérissé de pics d'acier qui tourne sur lui-même et broie les blocs en morceaux de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils tombent dans les wagons placés en dessous. Fast descend dans la machine en un seul bond. « Vous n'avez qu'une seule chose à faire, et même ça, vous en êtes incapable !» rugit-il. Il introduit le pied de biche sous le morceau de roche qui a bloqué le mécanisme. « Bande de fillettes !» halète-t-il. « Ce sera pris sur votre salaire, je vous le garantis !» Au mot « fillette », une vague d'émotion parcourt le petit groupe d'hommes. Ils n'ont pas besoin de se regarder pour savoir qu'ils pensent tous à la même chose. C'est comme si soudain elle était là, parmi eux, avec ses joues rondes et son regard rieur. Ils observent Johan Albin du coin de l'œil. Il est fiancé avec la gouvernante avec qui elle habitait, et il la connaissait mieux qu'eux. Au fond du broyeur, Fast souffle comme une bête de somme. Il ne parvient pas à dégager le bloc de minerai. Mais il insiste. Il s'est mis dans la tête qu'il allait leur montrer à ses demi-portions. « Vous n'avez rien dans la culotte ou quoi ?» se moque-t-il, leur lançant sa veste avant de s'arc-bouter à nouveau sur la barre de fer. Le plus jeune du groupe attrape le vêtement, cherche des yeux un endroit où l'accrocher. Puis tous les regards convergent sur un seul point, l'interrupteur général. Mais personne ne se précipite pour éteindre le courant en criant « Voi perkele ». Le jeune homme lisse soigneusement la veste sur son bras. Et enfin, la pierre bouge. Le concasseur se remet en marche après quelques à-coups. Les cailloux crépitent sur l'acier, se heurtent, glissent sous les pieds du superintendant comme des sables mouvants. On dirait que la machine veut le dévorer. En un clin d'œil, tout le bas de son corps est englouti. Ils ne l'entendent même pas crier. Le hurlement est noyé dans le vacarme de l'acier contre la pierre. Il ne voit que l'étonnement et la terreur sur son visage, sa bouche ouverte de stupeur. En quelques secondes, c'est terminé. Le concasseur mâche le superintendant et le moue en même temps que la roche. Il déchiquette son corps et recrache les lambeaux dans le wagon de minerai en dessous. Johan Albin coupe le courant et toute la scène est brusquement plongée dans le silence et le calme. Il crache dans le concasseur. « Bon, dit-il, je crois qu'il vaut mieux aller chercher le commissaire. »
Mons rappela Rebecca moins d'une heure plus tard. « Tu es sûre qu'il y a bien écrit « Share Certificate Alberta Power Generation » ? Oui, répond-elle. J'ai les titres sous les yeux. Combien d'actions y a-t-il ? Sur la première feuille, je lis « Representing Shares 501-600 », sur la deuxième 701-800 et sur la dernière 701-800. Nom de Dieu, Rebecca. Est-ce qu'il y a quelque chose au dos concernant la session ? Voyons, transférie, et ensuite 4 mars 1926, Franz Ussitalo, et en bas c'est écrit donateur Hjalmar Lundbohm. Alors ? La société existe toujours. Il s'agit d'une entreprise assez solide d'énergie hydraulique dont le siège social se trouve à Calgary. Elle a fait l'objet de pas mal de rachats depuis ce temps-là. À l'époque, ses actions représentaient 1/10 du capital. À présent, elles en représentent 1/1000. Mais encore. C'est déjà pas mal. Combien ? Assez pour que cela vaille le coup de les coudre dans la doublure de mon manteau et émigrer en Amérique du Sud ? C'est ce que je t'aurais conseillé s'il n'y avait pas eu cette donation indiquée au dos. Allez, Mons, explique. Pour toi, ces actions n'ont pas la moindre valeur. Mais pour le dénommé Franz Ussitalo ou ses héritiers, elles valent un peu plus de 10 millions. Tu rigoles ? En dollars canadiens. Ils se turent pendant quelques secondes. Puis Rebecca inspira profondément. Solbrit Ussitalo était riche, songea-t-elle. Et elle a passé sa vie à économiser chaque couronne dans sa maison délabrée de Letiniemi parce qu'elle ne le savait pas. Voler ces actions ne te serait d'aucune utilité parce que le testament de leur donateur figure dessus. Son père n'avait pas d'autres héritiers ? Lui demanda Mons. Je te rappelle plus tard, répliqua Rebecca. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci, Mons. Merci, cher, gentil, merveilleux Mons. Je t'aime. Mais nom de Dieu, je te rappelle plus tard. Ne fais pas de bêtises, s'il te plaît, dit l'avocat. Mais Rebecca avait déjà raccroché. J'ai essayé de vous le dire la dernière fois, se défendit Sonia lorsque Rebecca l'appela au standard. Mais vous êtes tellement... Oui, je sais, mais je... Qu'est-ce que je disais ? Pardon, je vous écoute. Franz Ussitalo avait aussi un fils, plus âgé que Solbrit, qu'il a eu avec une autre femme. Quand je pense qu'il n'y avait même pas de quoi payer l'enterrement dans la succession. Tu parles, se dit Rebecca intérieurement. Tout haut, elle dit. Donc, vous me dites que Solbrit avait un demi-frère. Comment s'appelait-il ? Ma petite chérie, comment voulez-vous que je m'en souvienne ? Vous voulez que je vérifie ? Oui, et toutes affaires cessantes, répliqua Rebecca. Je veux tout l'arbre généalogique. La maison de la famille Niemi se trouvait un peu plus haut dans la baie de Curavara. Madame Niemi fit entrer la police qui souhaitait leur parler, à elle et à son mari. Elle commença par s'alarmer et ils durent la rassurer. Il n'était rien arrivé à ses enfants ni à aucun de ses proches. C'était une femme de 30 ans environ, grande et mince avec des cheveux blonds décolorés, coupés courts dans la nuque et une mèche sur le front qui descendait jusqu'aux commissures de ses lèvres. Elle avait une série d'anneaux à l'oreille gauche et un piercing à l'aile du nez. Elle les regardait en mâchouillant un chewing-gum, tout en jetant un coup d'œil de temps à autre à ce qui se passait dans le poste de télévision, allumé dans la cuisine, où une présentatrice vantait les mérites d'une râpe à légumes révolutionnaire qui allait changer la vie de son acheteur et accomplir le miracle d'amener ses enfants à réclamer du concombre et des carottes à tous les repas. Sven-Erik Stolnake et Christer Eriksson allèrent s'asseoir à la table de la cuisine, et Madame Niemi fit venir son mari qui resta sur le pas de la porte et se présenta sous le nom de Lelle. L'homme avait des cheveux aussi blonds que ceux de son épouse et des bras musclés. Son nez semblait avoir été cassé, ce qui lui donnait l'apparence d'un boxeur plutôt beau gosse, mais pas très talentueux. « La police !» annonça Madame Niemi laconique. « C'est exact, mais nous ne sommes pas en visite officielle. »« Vous buvez un coup ?» demanda Lelle en souriant, comme s'ils avaient été deux amis de passage. « Café ? Bière sans alcool ?» Christer et Sven-Erik refusèrent d'un geste. « Nous sommes venus vous parler de votre fils, Willy.
expliqua Krister Eriksson. Et d'un garçon de son école, Marcus Uusitalo. Le sourire s'effaça aussitôt du visage de Leiloniemi. Levant la tête vers le premier étage, il cria « Willy, viens ici !» Des pas résonnèrent bruyamment dans l'escalier et le jeune Niemi vint rejoindre son père à l'entrée de la cuisine. Ce dernier le poussa en avant de façon à ce que le garçon soit face à eux, avec son père derrière lui. « Si vous êtes là pour accuser mon fils de quelque chose, je veux qu'il soit présent, parce que je suppose que c'est après lui que vous en avez. » « Vous préférez que je m'adresse à vous ou à votre garçon, monsieur Niemi ?» demanda Krister. « Dites à Willy ce que vous avez à lui dire. C'est comme ça que je l'ai élevé. On aborde les problèmes avec celui que ça concerne. Pas vrai, Willy? D'homme à homme, droit dans ses bottes. » Willy acquiesça et il pinça les lèvres. « Toi et tes amis, je veux que vous laissiez Marcus Uusitalo tranquille, » lui dit Krister. « Hein ?» rétorqua le gamin. « J'ai rien fait du tout. Dis-lui, toi, papa. » « Tout va bien, Willy, » le rassura son père en posant la main sur son épaule. « J'espère que vous n'avez pas l'intention de traiter mon fils de menteur. Non seulement je vais le traiter de menteur, mais je vais aussi le traiter de petite brute. J'ai pitié de toi, Willy. Parce que si tu harcèles les plus faibles que toi, c'est parce que tes parents t'ont appris à le faire. Mais moi, je vais t'obliger à ne plus le faire. Et je suis heureux de t'annoncer que j'ai le pouvoir de t'en empêcher. Tout ce qui m'intéresse, c'est que plus personne ne touche un cheveu de la tête de Marcus. »« Qu'est-ce que vous racontez ?» aboya Leiloniemi. « Willy n'a rien fait. Il vous l'a dit et je le crois. Ce n'est pas de sa faute si ce Marcus Uusitalo a des problèmes. Sa mère l'a abandonné, son père s'est fait écraser et sa grand-mère... » Il termina sa phrase par un sifflement en levant le pouce devant sa bouche pour illustrer le fait qu'elle buvait. « Et maintenant, on l'a assassiné. Et on en parle dans l'Expressen et partout. C'est une tragédie, mais ne venez pas mêler mon gosse à tout ça. »« Vous avez entendu mon mari ?» renchérit la mère. « Je ne comprends pas pourquoi vous venez vous en prendre à mon garçon. C'est du harcèlement pur et simple. »« Je sais ce que vous lui faites, toi et tes copains, » dit Krister, s'adressant à Willy. « Depuis le CP, vous le traitez de fiotte et de pédé. Vous lui lancez des boules de neige avec des pierres à l'intérieur. Vous mettez des crottes de chien dans son sac à dos et vous le bousculez chaque fois qu'il passe près de vous. Mais maintenant, c'est terminé. » La petite frappe haussa les épaules. « Je n'ai rien fait. » »« La police n'a rien de mieux à faire que d'aller emmerder chez eux monsieur et madame tout-le-monde, » intervint son père. « Vous ne feriez pas mieux d'aller attraper les voleurs ? Je crois qu'il est temps de vous en aller maintenant. On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, je crois. »« Arrêtez de vous en prendre aux gens qui n'ont rien à se reprocher, » renchérit bêtement madame Niemi, regardant Krister sans dissimuler le dégoût qu'il lui inspirait. Krister la fixa jusqu'à ce qu'elle baisse les yeux la première. « Justement, monsieur Niemi, » dit Sven-Erik Stolnake, qui ne s'était pas mêlé de la conversation jusqu'ici. « Vous n'êtes pas monsieur tout-le-monde. Vous êtes en congé maladie depuis 2 ans. »« Coup du lapin, » riposta Leiloniemi. « Un problème de santé qui ne vous empêche pas de continuer à exercer votre activité de peintre en bâtiment. Au noir. »« C'est de la diffamation, » couina madame Niemi. « Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, » aboya Leiloniemi. « Jolie piscine, » poursuivit Sven-Erik calmement. « 2 voitures neuves dans la famille. Et si on se penchait un peu sur les débits de votre carte Visa, je crois qu'on trouverait des billets pour la Thaïlande à la période des fêtes et 2-3 autres dépenses de ce genre. Je me trompe ? Je me demande comment on peut se payer tout ça sur une pension d'invalidité, avec une femme qui ne travaille qu'à mi-temps et 3 enfants à charge. C'est le genre de question qui intrigue beaucoup la commission des fraudes à l'aide sociale, vous savez. Je crois savoir que si elle s'en donnait la peine, elle découvrirait également pas mal d'achats de peinture sur vos relevés de compte, ajouta Krister. J'ai remarqué que les gens sont souvent très disposés à témoigner dans ces affaires-là. C'est fou comme ils deviennent bavards et honnêtes quand eux-mêmes ne sont pas mis en cause, car ce n'est pas un délit pénal en Suède que d'employer un peintre au noir une fois de temps en temps. En revanche, ce que vous avez fait... » Le couple Niemi s'était tu. Le regard du jeune Willy allait nerveusement de l'un à l'autre. À la télévision, un acteur hollywoodien oublié tranchait des concombres avec une ferveur religieuse.
pourrait bien vous coûter très cher, poursuivit Sven-Erik. Toucher une pension d'invalidité quand on est capable de travailler est une escroquerie, sans compter l'emploi au noir, fraude fiscale caractérisée et défaut de déclaration. Peine de prison assurée, enchaîna Christer, de plusieurs années. Et quand vous ressortirez, les huissiers auront récupéré la maison et tout le reste. Vous vous retrouverez dans une HLM sordide et vous devrez faire face à vos arriérés fiscaux. Vous n'aurez même plus la possibilité de vous mettre à votre compte. Vous serez obligé de travailler comme un esclave et d'élever votre famille avec un salaire minimum. Vous voyez, vous n'êtes pas monsieur tout le monde, monsieur Niemi, conclut Sven-Erik tranquillement. Monsieur tout le monde s'écrase et il paye ses impôts pour que votre gosse aille à l'école et pour que vous puissiez bétonner votre allée pour garer vos voitures. Monsieur tout le monde paye votre pension d'invalidité, monsieur Niemi. Vous, monsieur Niemi, vous n'êtes qu'un parasite. Moi, ce qui m'intéresse, reprit Christer, c'est Marcus Uusitalo. Et je renoncerai à vous dénoncer à mes collègues de la brigade financière si vous demandez à votre fils de ficher la paix à Marcus. Complètement et définitivement. Mais c'est pas vrai, pleurnicha Willy. La ferme, le coupa son père. Puis, plus bas, tu as entendu ce qu'on t'a dit. Tu lui fous la paix. On va y aller maintenant, annonça Christer Eriksson en se levant. Mais ce serait bien que vous ayez une petite conversation en famille après notre départ. La balle est dans votre camp. Vous êtes en sursis. Un seul regard, un mot de travers et j'appelle mes collègues. Je ne suis pas un homme patient. Tu crois qu'on a fait de la terre un endroit où il fera meilleur vivre ? Demanda Sven-Erik à Christer en repartant. À l'intérieur, ils entendaient Madame Niemi hurler et son mari lui répondre sur le même ton, bien qu'ils ne puissent pas comprendre ce qu'ils se disaient. Ils montèrent dans la voiture. Christer raccompagnait Sven-Erik chez lui. « Non, je ne crois pas, » répondit Christer. « Ces gosses vont simplement trouver un autre souffre-douleur. Disons qu'on aura rendu la terre un lieu plus supportable pour Marcus. Et en ce qui me concerne, je m'en contenterai. » Le malencontreux accident du superintendant Fast dans le concasseur de minerais oblige Hjalmar Lundbom à rentrer à Kiruna. Flisan profite de son retour pour donner sa démission. Elle l'a fait en pensée un nombre incalculable de fois pendant ses longues nuits d'insomnie. Elle l'a traité de lâche. Elle lui a dit que s'il avait pris ses responsabilités, Elina serait encore en vie, que c'est parce qu'il lui a tourné le dos que ce malheur est arrivé. Mais à présent, elle est là, dans la cuisine de son patron, en train de l'écouter bien sagement, lui faire part du nombre de convives qui seront à table pour le dîner qu'il organise le soir même pour les ingénieurs et leurs épouses. Quand il a fini, elle se contente de faire la révérence. Elle se dit qu'elle est folle. Dans leur confrontation imaginaire, il n'était pas question de révérence. Le directeur était anéanti par la culpabilité, et elle était sans pitié. Elle se tenait bien droite devant lui, immense, tel un ange vengeur, et elle lui disait ses 4 vérités. Et à présent, elle est incapable de citer le nom d'Elina. Elle lui dit seulement que Johan Albin a trouvé du travail à Luleå. Il ne parle pas d'Elina non plus. Pendant un court moment, il lui semble que le directeur a quelque chose sur le cœur. Mais le moment passe, le téléphone sonne. Il s'empresse d'aller prendre l'appel dans son bureau. Elle songe que si ce fichu appareil sonnait pendant qu'on enterrait sa mère, il se précipiterait aussi pour aller décrocher. Elle retourne dans la cuisine et s'en prend aux filles qui courent comme des souris affolées, font tomber les objets et osent à peine lui demander ses directives. C'est tout juste si elles osent respirer. Il n'a même pas mentionné le petit, enrage-t-elle. En même temps, elle préfère. Qui élèverait ce gamin s'il venait soudain l'idée au directeur de le prendre en charge ? Une quelconque gouvernante ? Mais tout de même, se dit-elle tandis que la sauce béchamel brûle au fond de la casserole. Il aurait pu prendre de ses nouvelles. Il est tard. Le directeur Hjalmar Lundbom fume un cigare dans la cour de sa maison. Il a mis son grand manteau de loup
et accompagné ses invités un bout de chemin. Ils ont passé une bonne soirée, d'une gaieté presque indécente quand on pense que le superintendant Fast n'a même pas encore été mis en terre. À vrai dire, personne n'a mentionné son nom pendant le dîner. Quand Lundbom a porté un toast à sa mémoire et dit quelques mots, ses invités ont levé leur verre dans un silence poli, mais chacun s'est empressé de parler d'autre chose sitôt le verre posé sur la table. Peut-être suis-je le seul à qui il manquera, songe Lundbom, en levant les yeux vers l'étoile polaire comme il le fait presque tous les soirs. Le superintendant était un homme dur et peu apprécié, mais il faisait son travail. Et le mien, doit s'avouer le directeur Lundbom. Il s'occupait de tout ce qui me déplaît, la discipline, les ordres, les comptes. Et maintenant, il va aussi devoir se passer d'une gouvernante. Il tente de chasser le souvenir du visage fermé de Flisanne. Elle qui avait toujours été un vrai rayon de soleil, comme Elina. Il ne faut pas qu'il pense à Elina, surtout pas. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas défaire ce qui a été fait. Les constellations de Pégase, du taureau et du cocher le contemplent avec froideur. Debout dans cette nuit d'hiver, un profond sentiment de solitude l'envahit. Les mots de la Bible lui viennent à l'esprit. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te préoccupes de lui? Je ne suis personne, se dit-il, se sentant soudain aussi abandonné que le petit garçon qu'il avait été pendant ses premières années d'école. En ce temps-là, il était déjà un rêveur et il n'avait pas d'amis. Et à présent, si je n'avais pas la mine et cette maison, qui serais-je? Le monde entier connaît le directeur. Mais qui connaît Hjalmar? Elina me connaissait, songe-t-il. Est-ce qu'elle m'aimait vraiment? Je me le demande, quand je pense à tous les hommes qui se retournaient sur son passage, à ces lettres qu'il déposait devant sa porte. Il se souvient de sa peau, de son corps, de sa surprise au début de leur relation quand il avait compris qu'elle l'avait choisi, lui, alors qu'il était assez vieux pour être son père. Il peine à respirer tout à coup. Son cigare tombe dans la neige. Il a peur de tomber, de ne plus pouvoir se relever. « Je suis juste fatigué », se convainc-il. « Ce n'est rien, je travaille trop. » Il rentre en titubant, les bras tendus pour garder l'équilibre. Arrivé sain et sauf à l'intérieur, il s'écroule sur le banc dans le hall d'entrée. L'enfant. Évidemment qu'il pourrait être le sien. Mais elle ne lui a pas répondu quand il lui a posé la question. Et de toute façon, comment ferait-il pour s'en occuper? Un enfant a besoin d'une mère. Hjalmar sait que Flisanne et son fiancé l'ont recueilli. C'est mieux ainsi. La maison est terriblement silencieuse, et dans son lit ne l'attendent que des bouillottes. Il se hisse au sommet de l'escalier jusqu'à sa chambre. À chaque pas, il se répète « C'est mieux ainsi, c'est mieux ainsi ». « 10 millions, quand même !» songeait Rebecca en rentrant chez elle. Les actions étaient rangées dans son sac, posé sur la banquette arrière. « En dollars canadiens !» se rappela-t-elle perplexe dans sa cuisine. Pour finir, elle les glissa sous la pile de factures qui s'entassait sur son bureau. « Je vais chercher Marcus », dit-elle à Vera et au morveux. « Vous m'attendez ici. » Elle avait à peine entrouvert la porte d'entrée que déjà Vera s'empressait de filer dehors. « Évidemment », sourit Rebecca en ouvrant la portière. « Comme s'il t'était déjà venu à l'idée de m'obéir. Si j'ai bien compris, tu veux venir avec moi chercher Marcus ?» Vera sauta aussitôt sur le siège passager. Rebecca entendait le morveux aboyer dans la maison. Elle s'engagea sur le chemin de terre jusqu'au sentier descendant vers la rivière Rauta. Les dernières lueurs du jour disparurent. Le ciel était bleu pigeon. La lune apparut entre les nuages. Des gouttes d'humidité tremblaient sur les branches.
Des taches de neige luisaient comme des miroirs dans les creux du terrain. Le chemin était glissant et on n'y voyait pas grand-chose. La passerelle au-dessus du marécage était presque impraticable. Vera faisait de petits bonds sur la pointe des griffes, mais elle et Rebecca tombèrent à plusieurs reprises. Plaf, dans la tourbière. Quand elles furent enfin parvenues au bout de la passerelle, Vera avait le ventre mouillé et Rebecca était trempée jusqu'aux genoux. Ses chaussures faisaient des bruits de succion. Elle avait les orteils gelés. Les cabanes au bord de la rivière étaient plongées dans le noir, vides et abandonnées. Les barques gisaient, la coque en l'air, sur la berge. Bacs à sable, vélos et meubles de jardin étaient recouverts de bâches. Rebecca se demanda quelle maison Maya avait louée. « On n'a plus qu'à aller frapper à toutes les portes », dit-elle à Vera. Vera poursuivit son chemin à travers les arbres. Rebecca la suivit en clapotant jusqu'à ce qu'elle parvienne devant un chalet où il y avait de la lumière. Elle frappa à la porte. Maya Larsson lui ouvrit. « Oups !» commenta-t-elle en découvrant les jambes mouillées de sa visiteuse. Elle alla lui chercher une paire de chaussettes sèches et prépara le café. Rebecca se frotta les pieds et la douleur lui fit serrer les dents quand l'onglet survint. « Urian et Marcus sont partis en amont de la rivière pour pêcher », l'informa Maya. « J'espère qu'ils ne vont pas tomber et se fracasser le crâne. Ça glisse drôlement ce soir. Ils ne devraient pas tarder, je pense. Retire ton jean en attendant. Tu veux une tartine de pâté de foie ? Avec plaisir. J'ai oublié de déjeuner. Vous saviez, vous, que Solbrit avait un demi-frère ? Non ? Qu'est-ce que tu racontes ? Elle a toujours dit qu'elle était heureuse de m'avoir parce qu'elle n'avait pas de frères et sœurs. Une seconde, il faut que je calcule la mesure pour ne pas te faire un café trop fort. Urian prétend que la cuillère pourrait tenir debout dans la tasse quand c'est moi qui le prépare. Vous voulez dire qu'elle n'était pas au courant ? Maya Larsson mit en route la cafetière électrique et sortit un quignon de pain d'une poche plastique. Il y avait quelque chose de précautionneux dans ses gestes. Elle coupa lentement le pain en tranches parfaitement identiques, étala du beurre et du pâté comme si elle peignait un tableau. Je suppose que je devrais être surprise, mais chaque famille a ses secrets, n'est-ce pas ? Elle posa les tartines devant Rebecca. En tout cas, elle m'en a jamais parlé. Mais je pense qu'elle devait le savoir tout de même. On a dû lui dire au moment de la mort de son père, je suppose. Le téléphone de Rebecca émit un signal. Maya Larsson se retourna et sortit 2 mugs d'un placard. Rebecca exhuma son portable du fond de la poche de son manteau. Elle avait reçu un SMS de Sonia, la standardiste. Le message disait « Demi-frère de Solbrit Uusitalo, voir mail avec nom, numéro de sécurité sociale et photo. » Rebecca ouvrit sa boîte mail. Urian Beck, 19 480 914 69 10. Rebecca retint son souffle. La photo mit quelques secondes à apparaître. Elle reconnut aussitôt l'exubérante tignasse blonde. « Alors racontez » reprit-elle en s'efforçant de parler d'une voix normale. « Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, Urian et vous ?»« Merde » pensait-elle. « Merde, merde, merde !»« Il est venu relever mon compteur au printemps » répondit Maya en posant les mugs sur la table. « Je croyais qu'on faisait ça soi-même de nos jours et qu'on se contentait de renvoyer le papier avec les chiffres. C'est ce que j'ai fait. Mais ils ont eu un problème informatique et une partie des relevés s'est perdue dans le système, apparemment. Quoi qu'il en soit, il est venu faire le relevé et à ce moment-là, j'avais un arbre mort qui menaçait de tomber sur ma remise. Il m'a proposé de l'abattre. Et de fil en aiguille. Pourquoi ? Rebecca se leva précipitamment. « Marcus !» s'écria-t-elle. Maya, qui tenait la cafetière à la main, la posa sur la table. « Eh bien, Rebecca, dit-elle. Qu'est-ce qui te prend ? Je ne sais pas comment vous dire ça, Maya, commença Rebecca. Mais Urian est... Au même instant, elle entendit un bruit dans le placard à balai, un son étouffé. Maya fit un bond en arrière, comme si elle avait vu un serpent. Elle poussa un petit cri. Rebecca se précipita vers le placard et l'ouvrit. Marcus roula à ses pieds. Ses genoux étaient relevés sous son menton. Il était ligoté avec du gaffeur gris, les mains, les pieds, les bras. Un bâillon adhésif l'empêchait de parler. Il leva vers Rebecca de grands yeux effrayés.
Rebecca se pencha pour lui enlever le gaffeur, mais ne parvint pas à le décoller. Une pensée fugitive lui traversa l'esprit. Non, ça ne collait pas, parce que Eurian... Le regard de Marcus se déplaça vers un point situé derrière elle. Un dixième de seconde plus tard, Rebecca sentit la main de fer de Maya lui enserrer la nuque, tandis qu'avec l'autre, elle lui agrippait les cheveux. Elle lui cogna la tête contre l'encadrement de la porte. Rebecca voulut se protéger le visage, mais avant qu'elle ait eu le temps de lever les bras, Maya la projeta contre le chambranle une deuxième fois. Après le troisième coup, son champ de vision s'obscurcit sur les côtés. Elle avait l'impression de voir Marcus par le trou d'une serrure. Quand sa tête vint heurter le cadre une quatrième fois, elle ne le sentit pas. Elle eut juste la vague impression que ses jambes se dérobaient, que ses bras étaient sans force. Et elle tomba sur Marcus. Un soir du mois d'août 1919, Hjalmar Lundbom rencontre par hasard le commissaire Björn Foot. Ils décident de déjeuner ensemble au restaurant du Järnvägs Hotel. Ils boivent du schnapps et de la bière, mangent des harengs, du pain de seigle et du beurre, du jambon de Lübeck accompagné d'œufs durs et d'épinards, et terminent leur repas avec du fromage blanc, du café et du cognac. Lorsqu'ensuite le whisky arrive sur la table, ils sont déjà ivres. Mais tous deux sont des hommes mûrs qui savent ce qu'ils font et tiennent l'alcool mieux que la plupart. Alors ils laissent Mademoiselle Holm leur servir verre après verre. Ils boivent et ils fument. Ils parlent de la guerre, enfin terminée, de la nouvelle époque. Le directeur se plaint du comité directeur qui se mêle de tout. Il faut faire des rapports, discuter et prendre des décisions collégiales pour le moindre détail. « Je suis un homme d'action », dit-il. « Si une chose doit être faite, j'ai besoin qu'elle le soit, toutes affaires cessantes. » Une nouvelle époque, en effet. La musique jazz qui se répand telle une épidémie. Le droit de vote des femmes. La guerre civile en Russie. L'ère du directeur Lundbom est bientôt révolue. Il aura 65 ans au printemps prochain. Ils deviennent nostalgiques. Enfin, Hjalmar Lundbom parle d'Elina Pettersson. Il n'est un secret pour personne que la jeune institutrice et lui-même étaient plus que des amis l'année qui précéda son brutal assassinat. Le commissaire devient soudain très silencieux, mais le directeur ne semble pas le remarquer. « Apparemment, je n'étais pas le seul homme dans sa vie », dit Hjalmar, la voix moins assurée. Comme le commissaire a l'air surpris, il poursuit « Oui, j'étais au courant. Ça n'a pas dû faciliter l'enquête. Il y avait un certain nombre de pères potentiels. » « De quelle enquête parlez-vous ?»« La vôtre, votre enquête. Le superintendant avait eu le temps de m'en parler avant. Oui, bien sûr, ça aussi c'était un tragique accident. Nous en avons eu des malheurs et des drames, n'est-ce pas ?» Le commissaire ne répond pas. Il secoue lentement la tête, plonge le regard dans son verre de whisky, semble hésiter et décide finalement de révéler ce qu'il sait. « Je crois qu'elle n'avait personne d'autre. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'est le superintendant Fast qui l'a tuée. » Le directeur a comme un spasme. Il se met à trembler tel un chien qui se secoue après le bain. Demande au commissaire ce que c'est que ces conneries. Et le commissaire regarde le directeur en se disant « Mon Dieu, il ne le savait pas. Il n'était réellement pas au courant. » Alors, il raconte. Il parle de la chemise dans le poêle. Il répète l'histoire que les filles lui ont rapportée. Quand il a terminé, il attend que Lundbom dise quelque chose, qu'il réagisse. Le directeur reste coi, bouche bée, les yeux écarquillés. Le commissaire finit par s'inquiéter. « Monsieur Lundbom ?» dit-il. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Le directeur a perdu la faculté de parler et il ne peut plus se lever de sa chaise. Le commissaire appelle Mademoiselle Holm. Une fille de cuisine court chercher le médecin pendant qu'avec quelques clients du restaurant qui s'étaient attardés, il transporte Hjalmar Lundbom sur le lit de la tenancière. « Il n'est pas saoul », s'écrie le commissaire. « Je l'ai déjà vu ivre et je sais que ce n'est pas ça. Regardez-le, il essaie de dire quelque chose.
Quand le médecin arrive, le directeur peut à nouveau bouger et il a retrouvé l'usage de la parole. Le docteur soupçonne un empoisonnement à la nicotine et une fragilité cardiaque. Et puis, cela ne ferait pas de mal à monsieur le directeur de boire avec un peu plus de modération, recommande-t-il. Et cela vaut également pour monsieur le commissaire. À travers les brumes de son état semi-inconscient, Rebecca entend crier. La douleur fend son crâne en deux et elle ne peut plus respirer par le nez. Elle a l'impression qu'on lui a écrasé sur la figure un gros morceau d'argile qui lui bouche les narines. Elle évite de bouger à cause des spasmes qui lui soulèvent l'estomac. Quelqu'un hurle au-dessus d'elle dans le noir. Un homme. « Non, non et non !» répète-t-il, furieux. « Ce n'est pas ce qui était convenu. » Elle est couchée dans une position étrange, les pieds et les mains attachés derrière son dos. Elle pense d'abord de manière diffuse qu'elle est cassée en deux, qu'elle s'est brisé la colonne vertébrale. Une voix de femme répond. Maya Larsson. « Chut, fais moins de bruit. C'est la dernière chose que je te demande. Tu sais bien que c'est pour toi qu'on fait tout ça, mon amour. Calme-toi, s'il te plaît. Je voudrais juste que tu déplaces sa voiture. » Et moi, je refuse. Je ne t'ai jamais rien promis. Ne compte pas sur moi. D'accord, d'accord, je le ferai moi-même. Je m'occupe de tout. Détends-toi, assieds-toi. Arrête de tourner en rond comme ça. Elle n'a pas le dos cassé. Elle est garrottée. Et une douleur lancinante partant de sa nuque lui vrille la cervelle. Elle retient son souffle pour se faire une idée de l'endroit où se trouve Marcus. Rester tranquille, ne pas vomir, ne pas bouger. Sinon Maya va l'assommer à nouveau. Elle entend le bruit d'une bouteille qu'on pose sur la table. Autre chose aussi. Un verre peut-être. « Tiens, » dit Maya. « Bois un coup. Je reviens vite. »« Où vas-tu ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ne me laisse pas. Je vais simplement garer sa voiture ailleurs. Mettre le gosse dans la barque et la renverser. L'accident le plus simple du monde. Elle, je l'envelopperai dans une bâche avec des pierres pour la lester. »« Tu m'avais promis de ne pas me mêler à ça. »« Je sais. Je suis désolée. Mais tu n'es pas obligé de m'aider. » Ensuite, ses mots deviennent indistincts, comme si elle parlait la bouche enfouie dans ses cheveux. « Allez, courage, mon ange, c'est bientôt terminé. Ensuite, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Aller n'importe où, pour le restant de tes jours. Et si tu veux m'emmener, bien sûr que je le veux. Tu dois venir avec moi. Alors je viendrai. » Des pas sur le plancher qui s'éloignent. La porte, qu'on ouvre et qu'on referme. Le bruit d'un verre qu'on tire à soi, d'un bouchon qu'on dévisse, d'un liquide qui coule d'une bouteille dans un verre. Est-ce qu'elle est partie ? Est-ce qu'il est seul ? Oui, je crois. Si seulement j'arrivais à comprendre, songe-t-elle en luttant pour ne pas s'évanouir. L'inconscience est comme un cœur qui bat en elle, un néant libérateur. L'absence de douleur pendant quelques secondes, son corps a soif de s'y abandonner, de s'y abîmer. Non, se tense-t-elle. À haute voix, elle dit « Elle va vous tuer, vous le savez ?» Elle a ouvert les yeux. Le compagnon de Maya est assis à la table. Il sursaute et la regarde. « Urian !» reprend-elle, la voix déformée par son nez tuméfié. Elle crache avec difficulté les glaires et le sang qui encombrent sa gorge. « Maya va vous tuer !»« Vous dites n'importe quoi !» réplique-t-il. « Bouclez-la ou je vous casse la gueule !» Rebecca respire à petites goulées. « Ma gueule est déjà cassée !» parvient-elle à répondre. « Vous n'avez jamais voulu ça. La mort d'un enfant. » Il frappe du poing sur la table en gueulant. « La ferme ! Elle fait tout ça pour moi, vous m'entendez ? Pourquoi voudrait-elle me tuer ? Si elle fait ça, elle n'aura pas un rond. » Il fait tomber son verre d'un revers de manche, lève le goulot de la bouteille à ses lèvres et avale une bonne rasade de Jägermeister. « Les cousins n'héritent pas, » dit-il comme s'il énonçait une loi. « Seules Britt et Maya étaient cousines. »« Les cousines, non.
Mais les tantes, oui. Et la mère de Maya et la tante de Solbrit. Si Solbrit était resté en vie, vous auriez eu la moitié de l'héritage, ce qui représente déjà beaucoup d'argent. Maya, en revanche, n'aurait rien eu du tout. Au départ, elle a été patiente. Ça fait 3 ans déjà qu'elle a renversé et tué le fils de Solbrit. C'était un accident. Elle n'a rien à voir avec sa mort. Allons, Uriane. Je crois que vous savez très bien que c'est un mensonge. Elle a pris son temps. Il fallait que les décès passent pour des accidents, mais tout à coup, il y a eu urgence et... Vous vous êtes rencontrés comment, au fait? Ça ne vous regarde pas, riposte Uriane en s'épongeant le front et la lèvre supérieure dans sa manche. Nous n'avons pas beaucoup de temps, songeait Rebecca. Maya n'allait pas tarder à revenir. Je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais elle a dû vous surveiller d'une manière ou d'une autre. Réfléchit-elle à haute voix dans un débit un peu trop rapide. Ce n'était pas un hasard. À moi, elle a raconté que vous étiez venu relever son compteur électrique. Parce qu'elle doit pouvoir prétendre ensuite que vous l'avez piégée, que vous vous êtes servi d'elle pour approcher Solbrit et Marcus. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que tout à coup les choses se sont accélérées? Elle a tué le père de Solbrit il y a quelques mois, puis Solbrit elle-même. Marcus en a réchappé ce jour-là. Vous savez pourquoi elle est si pressée? Uriane Beck se tait. Il lisse son impressionnante tignasse en fixant Rebecca. Il y a une expression nouvelle dans son regard. Il a peur, songe Rebecca. Sa mère est mourante, lui dit-elle. C'est pour ça qu'il y a urgence. Je vous explique le raisonnement de Maya. Si Solbrit et Marcus ne sont plus là, c'est sa mère qui hérite. Sa mère a un cancer du foie. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques jours peut-être. Quelques semaines tout au plus. Maya la nourrit patiemment. Vous comprenez maintenant? Maya a prévu que vous disparaissiez tous et que sa mère hérite de Solbrit. Puis sa mère mourra et Maya héritera d'elle. Elle n'a nullement l'intention de partager le gâteau. Vous dites n'importe quoi. La voix d'Uriane est à peine un murmure. Vous pensez bien qu'elle vous aurait tué depuis longtemps si elle n'avait pas besoin de vous. Vous êtes simplement son plan B. Elle m'aime, riposte Uriane, ses doigts serrant le verre vide posé devant lui. Je sais ce que vous ressentez. Moi aussi je croyais qu'elle m'aimait bien. Elle a connu ma mère, ou en tout cas elle l'a prétendu. C'était étrange. Elle m'a donné l'impression que nous étions devenus des amis, en très peu de temps. La douleur est comme un pieu planté dans son dos et dans sa nuque. Elle doit avoir un hématome sous-dural. Je crois que son plan est de vous faire porter le chapeau. Elle a dû être surprise d'apprendre votre existence. J'imagine que c'est Solbrit qui lui a parlé de vous. Ce qu'elle est en train de faire en ce moment, à moi, à Marcus, ça ne passera pas inaperçu. J'ai laissé tellement de traces de sang ici qu'elle ne pourra jamais tout effacer. De nos jours, un simple cheveu suffit. L'autopsie du cadavre de Marcus montrera que ce n'était pas un accident. Je pense qu'elle va se servir d'un objet que vous avez touché. Une bêche, un pied de biche, n'importe quoi. Elle nous tuera avec cet outil, vous verrez. Ensuite, c'est vous qu'elle tuera en prétextant la légitime défense. Elle voulait que ce soit vous qui déplaciez ma voiture. Comme vous avez refusé, elle va laisser à l'intérieur un vêtement qui vous appartient. Une chose sur laquelle on retrouvera votre transpiration, des cheveux, votre ADN sous une forme ou une autre. Uriane Beck lève la main vers sa tête. Il se lève et inspecte l'étagère sur laquelle il pose son bonnet. Il regarde autour, par terre, sur la table. Se tourne à nouveau vers Rebecca. « Elle est maligne, » lui dit-elle. Il hoche la tête. « Franz ou Citalo, » dit-il. Elle est entrée chez un chasseur pour voler une carabine à élan. Et ensuite, elle l'a remise à sa place. Depuis le début, je me disais... Il s'éponge à nouveau le visage dans sa manche. Que tout cela était trop beau pour être vrai. Qu'une femme aussi belle et aussi intelligente n'avait aucune raison de s'intéresser à un gars comme moi. Cette femme est un monstre, songe Rebecca. Et lui est un âne. Mais il faut de tout pour faire un monde. Vous n'avez rien fait de mal, Uriane. Libérez-moi. Vous ne voulez pas être mêlé à cette histoire? Je vous ai entendu tout à l'heure.
Urian hésite, se balance d'un pied sur l'autre. « Vous ne survivrez pas à Marcus, Urian !» plaisante Rebecca, malgré la gravité de la situation. « Mais vous êtes innocent. Et vous êtes un homme riche. Ces actions valent plusieurs millions, et la moitié vous appartient déjà. »« Merde !» soupire-t-il, pathétique. « Merde, merde, merde !» En jurant, il va chercher un couteau de cuisine dans un tiroir et tranche le gaffeur gris qui lie les mains et les pieds de Rebecca. Elle se met à quatre pattes au prix d'un terrible effort. Sa vision n'est pas nette. Elle ne voit presque rien de l'œil droit. Elle parvient à se mettre debout, s'appuie contre un mur. Elle voit Marcus, à présent, couché derrière elle. Il la regarde, Dieu merci. Il la regarde droit dans les yeux. « Détachez-le, je vous en supplie. » Ding, fait le téléphone d'Urian. « Elle arrive, » dit-il. C'est la fin. Hjalmar Lundbom est ruiné. Toute sa fortune engloutie. Il a hypothéqué ses actions pour en acheter d'autres. Les cours chutent à toute vitesse. C'est le début de la fin. Au printemps 1925, ses dettes envers 4 organismes financiers et un prêteur privé s'élèvent à 320 000 couronnes. Il doit céder toutes ses actions ainsi qu'une avance sur son épargne retraite pour rembourser ses créanciers. Toutes ses œuvres d'art sont mises au clou. Sa santé décline. Ses crises de vertige sont de plus en plus fréquentes. Il perd la mémoire, souffre de rhumatisme. Ses amis le délaissent. Il n'a plus les moyens de donner de somptueux dîners. Il est hébergé chez son frère, Sixten. Il n'a plus rien. Les lettres qu'il écrit sont pleines d'amertume. Elles parlent de ses rhumatismes, de ses genoux douloureux, de son médecin qui lui interdit de boire et de manger autre chose que de l'eau gazeuse et des légumes. Parfois on lui répond, mais toujours brièvement. Le plus souvent par carte postale. Pour le directeur, c'est terminé. Mais Hjalmar a une dernière chose à faire, avant de partir. Rebecca saisit Marcus par le col de son blouson et elle le traîne dehors. À quelle distance se trouve Maya ? Avec un peu de chance, elle était encore de l'autre côté de la tourbière au moment où elle a envoyé le texto à Urian. Si elle part vers le marécage et la passerelle, elle tombera sur elle. Elle ne veut pas prendre ce risque. Elle pourrait remonter en amont du fleuve vers les rapides en marchant à couvert des arbres et bifurquer ensuite vers la route en contournant la tourbière. Il fait nuit, mais pas nuit noire, malheureusement. La lune luit trop fort dans le ciel constellé d'étoiles. Chaque plaque de neige réfléchit sa lumière comme une flaque d'étain liquide. Et on y voit beaucoup trop loin. Il ne faudra pas plus que quelques minutes à Maya pour la retrouver dans ses bois. Marcus la ralentit. Elle doit marcher à reculons en le traînant derrière elle afin de s'éloigner le plus possible de la maison. Il est lourd. Les jambes de Rebecca tremblent déjà et elle a l'impression qu'on lui assène des coups de marteau à l'intérieur du crâne. Heureusement, le bruit des rapides masque tout. Il couvre le son des branches qui se brisent sous ses pas. Il étouffe le souffle rapide de sa respiration. Elle prend garde d'éviter les taches de neige, s'efforce de laisser le moins de traces possible. Si elle parvient à prendre assez d'avance dans la forêt, elle trouvera peut-être un endroit où se cacher, et elle appellera au secours, par SMS. Elle a pris la direction de la route. Et là, à 100 mètres à peine, elle aperçoit le faisceau d'une lampe de poche à travers les arbres. Elle fait 10 pas en tirant Marcus derrière elle, reprend son souffle quelques secondes. Calme, calme. Tirer, 10 pas. Respirer. S'éloigner de la maison de Maya autant que possible. Elle arrive sous les grands pins. Ils se dressent, noirs, maigres, projettent leur ombre immense sur la mousse dans la clarté de la lune. Elle est à l'abri, à présent. Maya n'est pas encore arrivée au chalet, et elle ne sait pas encore que Rebecca et Marcus se sont enfuis. Une silhouette se découpe soudain dans l'ombre. La peur noue l'estomac de Rebecca. Elle réussit à ne pas crier.
Une demi-seconde plus tard, elle comprend ce qui l'a effrayée. Vera. La chienne les rejoint au petit trot. Elle renifle Marcus quelques instants et leur emboîte le pas, comme s'il s'agissait d'une promenade en forêt comme une autre. Mon Dieu, elle avait complètement oublié Vera. Elle ne va pas pouvoir cacher un enfant et un chien. Vera ne sait pas se coucher sur commande. « Va-t'en !» chuchote-t-elle, la voix rauque, lâchant Marcus d'une main pour chasser la chienne d'un geste. Vera ne bouge pas d'un pouce. Soudain, elle se tourne vers la cabane, comme si elle avait entendu quelque chose. Rebecca n'entend rien, mais elle voit ce qui a attiré l'attention de la vagabonde. Une lampe torche fouillant la pénombre. Elle reprend sa fuite au ralenti, traînant toujours Marcus. Vera la suit. Rebecca doit regarder au-dessus de son épaule pour voir où elle va. Elle emmène Marcus dans les buissons, entre les pierres, cherche une cachette, un creux du terrain qu'elle pourra recouvrir de mousse et de branchages, un sapin aux branches basses, n'importe quoi. Elle regarde vers le chalet. Maya braque d'abord sa torche au hasard à partir d'un point fixe. Puis, elle avance, fouillant les ténèbres en dessinant un arc de cercle avec le faisceau de la lampe. Rebecca met un moment à comprendre ce qu'elle est en train de faire. Maya a découvert les traces de pattes de Vera. La chienne n'a pas pensé à contourner les plaques de neige, bien sûr. Maya est en train de suivre ses empreintes. Elle met quelques minutes à trouver une nouvelle zone enneigée sur laquelle Vera a marché, et elle avance. Mais sa quête reste plus rapide que la fuite de Rebecca et de Marcus. Rebecca se tourne vers Vera, au bord des larmes. « Va-t'en, Vera !» la supplie-t-elle en pensée. Mais la chienne ne veut aller nulle part. Elle veut suivre Rebecca et Marcus, marcher dans la neige molle, laisser des traces. Rebecca tombe à genoux à côté de Marcus. Ses forces l'abandonnent. Ils n'ont aucune chance. Ils ne vont pas s'en sortir. Elle ferait aussi bien de rester là et d'attendre la fin. « Pardonne-moi » murmure-t-elle au petit garçon. « J'ai essayé, mais je n'y arriverai pas. » Elle prend son téléphone, le maintient au ras du sol, ne sachant pas si la lumière de l'écran se voit à distance. « Les chalets, au bord de la rivière Raotas », écrit-elle. « Méfiez-vous de Maya. » Et elle envoie le message à Krister et à Anna Maria. Elle tente d'arracher l'adhésif autour des chevilles et des mains de Marcus, mais c'est impossible. Elle parvient seulement à décoller un angle du gaffeur sur sa bouche pour qu'il puisse respirer plus librement. Elle réfléchit. Et si elle cachait Marcus? Si elle le dissimulait avec des branches et qu'elle s'éloignait de lui avec Vera? Non, ce n'était pas une bonne idée. Elle n'avait plus la force d'aller très loin. Elle ne savait même pas si elle était capable de se relever. Maya la rattraperait et Vera la conduirait ensuite à Marcus. Comment la chienne pourrait-elle comprendre la situation? Elle n'était qu'un pauvre chien stupide. C'est fichu. Ils sont fichus. Sauf si... Il y avait une solution. Une solution épouvantable. « Viens, ma fille », dit Rebecca, cajolant Vera pour qu'elle approche, tout en cherchant autour d'elle un objet dur et contondant, une pierre, une branche. Elle trouve l'objet adéquat et appelle la chienne à nouveau. « Allez, ma fille, viens !» Vera obéit. Flisanne revient de l'église un dimanche du mois de mars 1926. Franz Olof a 10 ans. L'enfant marche à ses côtés, adulte et raisonnable, lui tenant le bras. Johann Albin refuse de mettre les pieds à l'église, mais Franz l'accompagne fidèlement, bien qu'il ne soit en âge d'apprécier ni un beau sermon ni la magnifique musique de l'armée du salut. Peut-être vient-il avec elle à cause de la promenade à travers les rues de Luleå, ou parce que ce jour-là, ils ont le temps de parler de tout et de rien, juste elle et lui. Peut-être est-ce pour la halte qu'ils font parfois au café Norden après la messe, ou bien parce qu'il sait à quel point cela lui fait plaisir. Peut-être est-ce tout simplement par amour que Franz accompagne Flisanne à l'église. Ce jour-là, rue Lulsundsgatan, un homme les attend. Flisanne met un certain temps à le reconnaître, bien qu'à distance il lui paraisse familier.
Il s'agit du directeur Lundboom. Comme il a vieilli. Son visage pend de partout et il s'appuie à la porte cochère comme un vieillard. À sa vue, son cœur s'accélère. Elle marque sans doute un temps d'arrêt un peu brusque, car Franz lève vers elle un regard inquiet. « Que se passe-t-il, maman » demande le petit garçon. Mais elle n'a plus le temps de lui répondre, car ils sont presque arrivés devant leur immeuble. Hjalmar Lundboom fait quelques pas prudents à leur rencontre. Il a peur d'avoir un de ses habituels vertiges. Peur de choir brusquement. Dans une haie non loin, une nuée de moineaux pépit bruyamment. Il s'efforce de garder son calme. Voir l'enfant ne lui rend pas la tâche facile. Avec ce halo de boucles blondes autour de son visage, il est le portrait de sa mère. Flisanne, si soignée d'ordinaire, n'a pas éprouvé le besoin de lui couper les cheveux. Mais on la comprend, car l'enfant a l'air d'un ange. Il ressemble aussi à Hjalmar. En particulier ses yeux, dont les coins extérieurs se trouvent beaucoup plus bas que les coins intérieurs, un détail qui donne à son visage une expression de tristesse. « Bonjour », commence Hjalmar Lundboom. Puis il s'interrompt car il était sur le point de dire bonjour Flisanne, mais elle n'est plus sa gouvernante et à cet instant il a totalement oublié son nom de famille. Flisanne répond froidement à son salut et Franz fait la révérence. « Mon garçon », dit le directeur sans réfléchir, « j'ai bien connu ta maman. » L'enfant tourne vers Flisanne un regard surpris. « Que veut dire ce monsieur ?» lui demande-t-il. « Il ne veut rien dire du tout », riposte Flisanne, en fixant durement Lundboom. « Il est vieux et malade, et sûrement moins courtisé à présent qu'il n'est plus directeur de la mine. Je me trompe ? Et maintenant, il voudrait bien avoir ce qui jusqu'ici ne l'intéressait pas. » Hjalmar Lundboom ne répond pas. Il tient une grosse enveloppe à la main qu'il serre à présent contre sa poitrine. « Osez venir ici !» crache Flisanne. « Après toutes ces années !» Elle reprend son souffle. Elle va enfin pouvoir lui dire sa façon de penser. Elle se tient bien droite, les genoux raides. Il n'y a plus la moindre parcelle de sa personne qui soit prête à céder devant lui. « Figurez-vous que je pensais à vous aujourd'hui. Dans son sermon, le pasteur a parlé de Moloch, la fausse divinité à qui on sacrifiait des petits-enfants pour obtenir des richesses. J'étais là, sur le banc, à me dire que je connaissais une personne comme ça. Vous, un homme qui court après tout ce qui brille, les artistes, les messieurs élégants et les belles femmes. Mais vous voyez, tout cela n'est plus que du sable qui vous glisse entre les doigts. Et vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Parce qu'elle était réelle. Elle vous aimait. Et vous la trouviez bien mignonne, j'imagine. Mais elle n'était pas assez bien pour vous. Pas aussi raffinée sûrement que Madame Karin Larsson. » Hjalmar Lundboom cligne des yeux. Touché. Karin venait souvent chez lui à Kiruna. Karl, son mari, ne l'accompagnait jamais. Pendant un temps, elle lui avait écrit des lettres assez gentilles. « J'ai l'impression parfois que vous êtes le seul à me comprendre », lui avait-elle dit un jour. Il avait relu cette phrase en boucle. Et puis les choses s'étaient arrangées entre elle et Karl, et les lettres de Karin s'étaient espacées. À présent, elle ne lui écrit plus du tout, alors que Karl est mort depuis des années. Un jour où il s'en est plaint, elle lui a répondu qu'entre ses enfants et ses petits-enfants, elle était complètement débordée. « Ce n'est pas vrai ce que je dis ?» crie Flisanne si fort que Franz s'est épouvanté et qu'il l'appelle tout bas en l'attirant par la manche. « Maman !»« Je l'aimais, comme vous ne pouvez pas vous imaginer, » continue-t-elle. Sa voix, quand elle me faisait la lecture, sa façon d'être avec ses élèves. Et jamais avec elle, je n'ai eu l'impression d'être une domestique. Moi non plus, je ne t'ai jamais traité comme quelqu'un d'inférieur, se défend Lundboom. Et en ce qui la concerne, ni l'un ni l'autre n'ose prononcer son nom. Le gosse les regarde à tour de rôle, avec de grands yeux. Vous lui avez donné l'impression d'être une moins que rien. Le coupe Flisanne, en l'abandonnant avec... Elle jette un regard en coin à Franz. Prie Dieu pour qu'il ne comprenne pas ce qu'ils se disent. La peau du directeur a viré au gris. Flisanne se tait. Hjalmar lève les yeux. Arrive-t-il au pasteur de ton église de prêcher le pardon ? Demande-t-il à voix basse. Comme Flisanne ne répond pas,
Il lui tend l'enveloppe. « Tiens, je suis un homme ruiné, mais ils ne m'ont pas encore tout pris. Ce sont des actions d'une société étrangère dont personne ne connaît l'existence. Je ne veux rien de vous. Johan Albin et moi avons toujours travaillé et nous nous sommes débrouillés sans vous jusqu'ici. » Alors Hjalmar tend l'enveloppe à Franz. Franz la prend poliment de la main du monsieur. « Allez-vous-en !» ordonne Flisanne, intraitable. « Contentez-vous de ficher le camp. Il n'y a rien pour vous ici. Vous ne croyez pas que vous avez fait assez de mal comme ça ? Partez !» Et elle entraîne le petit garçon à l'intérieur. Hjalmar Lundbom traverse la rue pour remonter dans le fiacre qui doit le ramener à la gare. « Voilà, mon cœur », se dit-il intérieurement quand le cocher a refermé la porte derrière lui. « Tu as fait ce que j'attendais de toi. Maintenant, je te demande juste de battre assez longtemps pour que je puisse m'éloigner d'ici. Je ne t'en demanderai pas plus. Si tu avais pu, j'aurais voulu que tu me rendes toutes ces années gâchées. Mais comme ce n'est pas possible, alors ainsi soit-il. » Flisanne s'empare de l'enveloppe dès qu'ils ont passé la porte, et aux questions que lui pose Franz, elle répond par « rien » et par « personne », et lui recommande de ne rien dire à papa de tout ceci. Une fois entrée au logis, elle regarde à l'intérieur de l'enveloppe. Une lettre de Lundbom s'y trouve, accompagnée de 3 documents sur lesquels est écrit « Share Certificate Alberta Power Generation ». Elle allume la cuisinière à bois avec l'intention de brûler le tout. Mais pour une raison ou pour une autre, elle décide de faire du café d'abord. Puis elle entend le pas de Johan Albin dans l'escalier et s'empresse de cacher l'enveloppe sous les papiers dans le secrétaire. Et il reste là. Rebecca est à genoux au milieu de la forêt. Elle pleure. Elle a dans la main droite un gros bâton et de l'autre elle tient le collier de Vera. La lune brille telle une divinité blanche et froide dans le ciel obscur. Au-dessus des buissons d'érel, de la bruyère, de la neige et des traces de pattes de Vera s'agite la lumière d'une lampe torche, de plus en plus proche. Maya avance méthodiquement. « C'est Marcus ou Vera ?» songe Rebecca. « Et je n'ai plus de temps. » Elle a couché Marcus dos à elle. Il ne doit pas voir ça. « Ma belle !» dit-elle doucement à Vera, la voix épaisse de larmes. Elle pose son visage tuméfié sur la tête de la vagabonde, frotte son front sur celui de la chienne, sur ses oreilles si douces. Elle lui pose un baiser sur le museau, malgré ses lèvres éclatées et douloureuses, qui ne prêtent pas à la caresse. Vera ne bouge pas. Elle ne peut pas s'en aller tant que Rebecca la tient. Mais elle n'essaye pas non plus. S'assied sur son derrière. « Pardon !» murmure Rebecca avec une boule dans la gorge. « Tu es la plus merveilleuse chienne que j'ai jamais rencontrée. » Elle avale sa salive. « À 3, songe-t-elle. 1. Peut-être qu'il attend sa chienne, ce vieux fou solitaire et entêté qui a été son maître. 2. Ils pourront courir ensemble dans les prairies éternelles. Elle s'imagine Vera sautant autour de lui, aboyant de joie. 3. Rebecca frappe de toutes ses forces à l'endroit précis où la tête se prolonge en un museau. « Tu n'as jamais été réellement à moi, » songe-t-elle. « Mais je t'aime. » Et Vera devient lourde. Elle s'écroule lentement, ses pattes s'agitent un peu. Rebecca lâche le collier. Elle devrait frapper une 2e fois, mais elle ne peut pas. Elle n'en a pas la force. Le bâton lui tombe des mains. Elle passe doucement les doigts dans le pelage de Vera. Laisse-la partir. Et va-t'en. Vite. Elle pleurera plus tard. Pas maintenant. Maintenant, elle doit se lever. Aller, debout. Elle attrape Marcus et à présent, elle accueille avec gratitude la douleur qu'elle ressent à la tête et au visage, tandis qu'elle traîne le petit garçon sur la mousse entre les arbres et les buissons. Tandis qu'elle le porte au-dessus des racines et des branches arrachées gisant sur le sol. Bientôt, elle n'en peut plus. Ses bras et ses jambes tremblent d'épuisement.
Elle est incapable de faire 1 mètre de plus. Elle pousse Marcus sous les branches basses d'un sapin, ramasse tout ce qu'elle peut autour et recouvre l'enfant presque entièrement. « Ne fais pas de bruit », lui chuchote-t-elle à l'oreille. « Quoi que tu entendes Maya te dire, tu ne lui réponds pas. La police sera bientôt là. Krister va venir nous sauver. On va attendre Krister, d'accord ?» Elle a l'impression de le voir acquiescer dans la pénombre. Elle se demande si elle doit s'éloigner de lui, mais se dit qu'il prendra peur et signalera sa présence. Elle ne parvient pas à se décider. Elle n'en a plus le courage non plus. Elle s'affaisse dans un fourré. Derrière ses paupières, Vera court toujours. Avec cette démarche un peu rasante, son nez collé à la poussière du chemin. Elle descend dans un fossé, remonte de l'autre côté. Le soleil brille, et Vera traverse une vaste prairie fleurie de pissenlits, de boutons d'or et de trèfles rouges. C'est à peine si on la remarque. Mais de temps à autre, on voit apparaître au-dessus des herbes hautes son unique oreille dressée. Comment peut-on aimer un chien à ce point ? Se demande Rebecca. J'espère que tu t'es sentie libre en ma compagnie, dit-elle à Vera. Et enfin, ses larmes coulent dans la mousse froide. Marcus, le chien perdu, sent que Rebecca a cessé de trembler. Elle pleure. Elle ne pleure plus. Il remue les bras et s'aperçoit qu'ils ne sont plus ligotés avec ses jambes. Mais ses poignets sont toujours attachés ensemble. Le chien perdu a des dents aiguisées. Il trouve le bout de l'adhésif et très vite, il réussit à l'arracher et à se libérer les mains. Il entend la voix maintenant, malgré le bruit de la rivière. Elle, Maya, n'est plus très loin. Il faut qu'il mette sa patte devant sa gueule. La lumière de sa lampe de poche se promène sur le sol. Il enlève l'écharpe noire du cou de Rebecca et l'étale sur son visage et sur sa main trop blanc. Maintenant, ils sont devenus presque invisibles. « Rebecca !» appelle Maya en dirigeant sa torche dans toutes les directions. « Tu m'épates, ma belle. Je n'aurais jamais cru ça de toi. Je trouve que t'as un sacré sang-froid. » Le faisceau s'éloigne. Le chien perdu n'ose pas le suivre des yeux, mais il n'ose pas non plus les fermer tout le temps. La voix résonne dans le noir. Mais c'est surtout la lampe qui lui fait peur. Parfois, elle éclaire exactement dans leur direction. Quand cela arrive, il retient son souffle alors qu'elle est encore assez loin. À certains moments, on voit la silhouette de la femme se découper dans la clarté de la lune. On dirait un fantôme. « Rebecca !» crie-t-elle. « Tu ne veux pas qu'on partage ? Tu es la fille de Virpis. Je ne pourrai jamais, tu comprends bien ? » La lampe crève la nuit. Parfois elle s'éloigne, parfois elle se rapproche. Maya se remet à crier. Cette fois c'est à lui qu'elle s'adresse. « Marcus ? Chien perdu ! Je suis inquiète pour Rebecca. Est-ce qu'elle est avec toi ?» La torche éclaire l'endroit où ils ont laissé Vera. Maya se met à tourner en rond, faisant des cercles de plus en plus grands. Elle éclaire partout, derrière les pierres, sous les branches. « Elle a perdu connaissance ?» lance-t-elle. « Elle saigne ? Tu sais qu'elle pourrait mourir si on ne l'emmène pas à l'hôpital. » Maintenant, le chien perdu a très peur. « Ce sera de ta faute si elle meurt, Marcus !» Maya semble très en colère. Le chien perdu se tourne vers Rebecca. Elle est évanouie depuis très longtemps. Elle pourrait mourir. Est-ce qu'il doit répondre ? Rebecca lui a fait promettre de se taire. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas encore perdu connaissance. Il ouvre la bouche pour crier, mais aucun son ne sort, car il a promis. Et là, alors qu'il a tellement peur qu'il ne peut presque plus s'empêcher de pleurer, il aperçoit une autre torche dans la forêt qui éclaire plus que celle de Maya. 2 torches. 3. Et il entend la voix de Krister. « Marcus !» hurle son ami. « Rebecca !» Maya, la chasseresse, éteint sa lampe et elle disparaît entre les sapins. Marcus secoue Rebecca. Tout va s'arranger maintenant. Il faut qu'il garde le silence. Ce n'est pas la première fois que le chien perdu joue à cache-cache avec Krister. Et Tintin est sûrement là aussi. Ils vont les trouver très bientôt. Tout va s'arranger.
Hjalmar Lundbom meurt le matin de Pâques de l'année 1926. Le médecin est venu le voir la veille. Il a écouté son cœur et sa respiration rapide et irrégulière. Il a dit qu'il n'y en avait plus pour très longtemps. Hjalmar est resté inconscient pendant tout le temps que le docteur le sculptait dans sa chambre. Après que le docteur est parti, Sixten retourne s'asseoir dans le fauteuil qui a été placé au chevet du mourant. Il tient un long moment la main de Hjalmar. Il lit un peu, puis il s'endort, et le livre lui tombe des mains. À 4h30 du matin, Hjalmar ouvre les yeux pour la dernière fois. Il voit son frère endormi dans le fauteuil, sa tête penchée sur le côté comme une fleur fanée, ses lunettes posées sur ses genoux. Elina est assise au bord de son lit. Elle se penche sur Hjalmar et elle embrasse son visage. Puis elle se relève. Il tend les mains vers elle comme un homme qui se noie. « Ne me quitte pas. »« Allez, viens !» lui dit-elle avec un sourire un peu surpris, comme si elle se demandait ce qu'il fait dans ce lit. Et Hjalmar sort de son corps sans le moindre effort. Il n'a pas fait un pas qu'il est déjà sorti de la maison de Sixten. On est en cette saison qui n'existe que dans le Grand Nord. Ce n'est plus l'hiver, mais pas tout à fait le printemps. Le soleil brille sur la ville de Kiruna enneigée. Elle marche devant lui. Ses boucles blondes s'échappent comme toujours de son chignon. Il se lance à sa poursuite. Elle lui sourit, de profil. Il n'y a en elle aucune peine, aucune haine, aucune déception. Et pourtant le cœur de Hjalmar saigne. « Je te demande pardon, » dit-il. « Pardon, Elina. » Elle s'arrête, se retourne, étonnée. Pourquoi ? Et il se rend compte qu'il ne se souvient plus. Il regarde au-dessus de son épaule comme si le souvenir était tombé de sa poche, comme s'il allait le voir derrière lui sur le trottoir. Mais il n'est plus là. Il n'y a plus que la neige et le soleil et une institutrice qui rit et à qui il prend le bras avec la ferme intention de ne plus jamais le lâcher. Et en dessous de tout ce blanc, le printemps frémissant ne demande qu'à éclater dans toute sa magnificence. Anna Maria Mella sortit de la chambre pour aller chercher un énième café au distributeur de l'hôpital. Quand elle revint, Rebecca était réveillée. Elle regardait le néon au plafond, allongée sur le dos, une perfusion dans le bras. « Salut », murmura Anna Maria. Rebecca se tourna lentement vers elle. Les yeux qu'elle posa sur Anna Maria étaient aussi noirs que la nuit hivernale. « Marcus ?» s'enquit-elle. « Il va bien. Ce type-là, Urian, il l'avait assommé avant de l'enfermer dans le placard où tu l'as trouvé. Alors les médecins ont préféré le garder en soins intensifs cette nuit, juste pour le surveiller. Il dort. » Anna Maria vint s'asseoir au bord du lit de Rebecca et se mit à lui caresser la tête comme elle faisait à ses enfants quand ils étaient malades. « Tu te sens capable de parler ?»« Maya ?» murmura Rebecca. Anna Maria inspira profondément. « Tintin avait repéré sa trace, » répondit-elle. « Elle s'enfuyait dans la forêt à pied. Nous avons emprunté un 4x4 garé devant un chalet et nous n'avons pas mis longtemps à la rattraper. » Rebecca hocha la tête. Elle avait déjà eu l'occasion de voir Tintin, debout sur un tapis de salle de bain, afin de ne pas glisser sur le plateau d'un pick-up, le nez pointé dans la direction dont il ne faisait aucun doute qu'elle était la bonne. Quand nous l'avons rattrapée, elle courait vers la rivière, poursuivit Anna Maria. Elle a essayé de s'enfuir à la nage. Elle baissa les yeux sur son gobelet de café et fit une grimace. Tu devines où je veux en venir ? Avec le courant et l'eau à 0 degré, elle ne s'en est pas sortie. Elle a été ramenée sur la rive quelques centaines de mètres plus bas. Tintin a retrouvé son corps tout de suite. Anna Maria but une gorgée de café. Elle se revoyait debout au bord du fleuve, la main sur son arme pendant que Krister essayait de ranimer Maja Larsson avec obstination. La lumière de la lune, les pierres brillantes d'humidité,
la rivière Noire. Sven-Erik qui lui annonçait au téléphone que les ambulanciers étaient arrivés avec les brancards, que Rebecca était vivante. « Tu as la force de me raconter ce qui s'est passé ?» « Tout est parti d'un héritage, » commença Rebecca, après s'être éclairci la voix. « Celui de Franz Uusitalo, de vieilles actions que Hjalmar Lundbom lui a transmises avant sa mort. Le nom de Franz est inscrit dessus, et elles n'ont de valeur que pour lui ou ses héritiers directs. Je ne peux pas en être certaine, mais je suppose que Franz Uusitalo ou Sol-Britt ont demandé à Maja Larsson de vérifier si elles avaient une quelconque valeur, à moins qu'elles se soient elles-mêmes proposées. Et c'était le cas ? Oui, elles valent des millions. Anna-Maria réagit par un sifflement qui se traduisit par un long soupir. Je crois, poursuivit Rebecca, que Maja Larsson leur a fait croire qu'elles étaient sans valeur. Ensuite, elle a fait preuve de patience. Elle a élaboré un plan pour que tous les héritiers meurent par accident, en espaçant les événements. Un jour, elle a appris que Sol-Britt avait un demi-frère. Dans un premier temps, elle a probablement pensé l'éliminer lui aussi. Mais ensuite, elle a eu l'idée de le garder pour la fin, pensant qu'il serait un parfait bouc émissaire si les choses tournaient mal. Si la police venait à découvrir qu'il ne s'agissait pas d'accident, par exemple. Elle fit une pause. Sa langue lui collait au palais. Elle avait un peu moins l'impression que sa tête allait exploser. Ils avaient dû lui donner quelque chose. Elle se demanda ce que c'était. Anna-Maria se leva pour lui apporter de l'eau dans un gobelet en plastique blanc. Maja ne pouvait pas hériter de Sol-Britt puisqu'elles étaient cousines. On n'hérite pas de sa cousine. Mais en l'absence d'enfants ou de petits-enfants, de frères et sœurs ou de neveux et nièces, une tante peut hériter. Et la mère de Maja était la tante de Sol-Britt. Alors elle a commencé par tuer le fils de Sol-Britt. Oui. Après, elle avait tout son temps. Mais sa mère a eu un cancer du foie. Et tout à coup, il a fallu que ça aille très vite. Elle a abattu Franz dans la forêt en volant la carabine d'un chasseur et en la remettant à sa place ensuite. C'est Örjan qui me l'a raconté. Est-ce qu'il est... Anna-Maria secoua la tête. Non, Rebecca, il va bien. Il n'en finit pas de parler. On ne peut plus l'arrêter. Sven-Erik a pris sa déposition. À ton avis, quelles charges seront retenues contre lui ? Complicité de meurtre ? Non-dénonciation de crime ? Complicité de tentative de meurtre, en tout cas en ce qui concerne Marcus, dit Rebecca. Et maltraitance caractérisée. Il n'échappera pas à la justice. Je n'arrive pas à comprendre Maja, dit Anna-Maria. Elle avait pourtant l'air d'être, je ne sais pas, quelqu'un de bien. Tu te rappelles comment elle avait remis cet imbécile de poste à sa place ? Rebecca ne répondit pas. Elle pensait à ses conversations avec Maja. Elle ne me voyait même pas comme une personne, songea-t-elle. Pour elle, les gens n'étaient que des obstacles ou des instruments. Soit elle s'en servait, soit elle les éliminait. Elle a dû être aux anges en apprenant que Sol-Britt couchait avec Jokke Egroth, réfléchit Anna-Maria à haute voix. Rien de plus simple que d'emprunter le téléphone de Sol-Britt, d'envoyer un SMS sur son propre téléphone annonçant qu'elle allait rompre avec lui et d'effacer le message du téléphone de Sol-Britt aussitôt après. Elle savait qu'on vérifierait tous ces messages, y compris les messages supprimés. Elles se turent et pensèrent à Maja. Maja donnant des dizaines de coups de fourche à sa cousine pour faire croire à l'œuvre d'un forcené. Maja traçant le mot « putain » sur le mur. Maja cherchant Marcus, ouvrant tous les placards. Maja plaçant la fourche dans la grange de Jokke Egroth pour le faire accuser. Elle ne pouvait pas imaginer qu'il se jetterait du 2e étage, fit remarquer Anna-Maria en finissant son café. Bien meilleur que celui du commissariat, se disait-elle. On est en train de fouiller le chalet de fond en comble. Ça fait 3 heures qu'ils y sont. On a trouvé le cadavre d'un chien dans un sac en plastique enfoui dans le compost. Le chien de Sol-Britt et de Marcus. C'est probablement elle qui a déposé le pyrogel dans la niche la nuit où Marcus dormait dedans, poursuivit Anna-Maria. Le crime parfait. Oui, probablement, soupira Rebecca. Elle ne pouvait pas savoir. Quoi donc ? Qu'elle avait déjà perdu la partie ? Le simple fait que Marcus ait survécu à Sol-Britt la mettait hors course. La mère de Maja n'aurait jamais hérité de Sol-Britt. C'est le moment du décès qui compte et pas le moment de la succession.
une tante est au 3e rang dans l'ordre d'une succession. Elle n'aurait hérité que si elle n'avait eu aucun héritier vivant de 2e ou de 1er rang au moment du décès. Marcus a hérité de Solbrit à la seconde où elle est morte. Si Maja avait réussi à le tuer par la suite, la maman de Marcus à Stockholm aurait récupéré l'héritage après son fils. Il aurait fallu que Marcus meure en même temps que Solbrit ou avant pour que la mère de Maja hérite. Elle a raté son coup. Et elle est morte, cette folle sans cœur, songea Rebecca. Et je n'ai même pas eu le temps de lui dire qu'elle avait fait tout cela pour rien. Pourquoi est-ce qu'elle a tué Vera, à ton avis ? Demanda Anna-Maria. Rebecca ne répondit rien. Elle se tourna sur le côté et s'assit péniblement au bord du lit d'hôpital. « Tu sais où sont mes vêtements ? » ?»« Non, mais je sais qu'ils aimeraient bien te garder en observation jusqu'à demain, » dit Anna-Maria. Rebecca arracha le sparadrap qui fixait le cathéter de la perfusion à sa main et le retira. Elle se leva sur des jambes flageolantes et marcha jusqu'au placard. « Qu'ils aillent au diable !» dit-elle. « Le morveux est chez Christer », l'informa Anna-Maria. Christer voulait rester avec Marcus, mais les infirmières l'ont obligé à rentrer chez lui. Elles lui ont promis de l'appeler aussitôt qu'il se réveillerait. Rebecca s'habilla, évitant de se regarder dans le miroir. Évitant de regarder Anna-Maria. « Laisse-moi au moins te raccompagner », lui demanda celle-ci. Mais Rebecca refusa d'un geste et sortit de la chambre. Anna-Maria appela Karl von Post. Le compte-rendu des derniers événements lui prit 5 minutes. Von Post écouta en silence. À 2 reprises, Anna-Maria interrompit son récit pour s'assurer qu'il était toujours au bout du fil. Elle lui demanda s'il voulait être présent à la conférence de presse organisée pour le lendemain matin, mais il déclina l'invitation. Quand elle eut fini, il dit juste « À demain » et il raccrocha. Anna-Maria resta un instant plantée là, le téléphone à la main. Elle pensait qu'il allait l'engueuler parce qu'elle ne lui avait pas téléphoné avant. Elle savait qu'elle aurait dû l'appeler au moment où elle avait reçu le message de Rebecca et où elle était partie pour Kuravara avec Christer Eriksson et Sven-Erik Stolnake. Elle aurait presque préféré qu'il se mette en colère. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Torturer un chat ? Se brûler la peau avec une cigarette ? Elle appela Robert pour lui demander de venir la chercher. Tant pis, sa Ford resterait garée sur le parking de l'hôpital. La neige s'était remise à tomber et il faudrait la déneiger demain. Mais à chaque jour suffit sa peine. Le mari d'Anna-Maria Mella s'était garé devant les urgences. Une horde de journalistes attendait déjà à l'entrée principale. « Mon amour », dit-il tendrement quand elle monta à côté de lui. Elle se serra contre lui et se blottit dans ses bras. « Tu sais de quoi j'ai envie ?» lui demanda-t-elle tandis qu'il lui caressait la nuque comme lui seul savait le faire. « Rentrer à la maison et faire un autre enfant ? » « Exceptionnellement, non. J'ai envie de me faire une amie fille, si j'en suis capable. » Karl von Post ne tortura pas de chat, et il n'était pas non plus du genre à s'auto-mutiler avec une cigarette. S'il avait eu un coach personnel, il lui aurait probablement dit qu'il y avait un enseignement à tirer de cette histoire. Mais von Post n'avait pas la moindre intention de tirer le moindre enseignement de quoi que ce soit. Tout ceci ne peut pas être vraiment en train d'arriver, se disait-il, le téléphone pendant mollement au bout de ses doigts. Dérangé par la lumière des réverbères qui entraient par la fenêtre, il libéra les stores qui descendirent avec un claquement sec. Il prit 2 zolpidem, qu'il avala avec 3 whisky bien serrés. Puis, il s'endormit tout habillé sur le canapé. À bientôt minuit, Christer Eriksson était encore assis à la table de sa cuisine, incapable de dormir. Le médecin lui avait donné des somnifères en partant de l'hôpital, mais il n'avait pas envie de les prendre. On lui avait promis qu'on l'appellerait dès que Marcus serait réveillé et il voulait être sûr de pouvoir répondre au téléphone. « Il faut accepter ce qui ne peut être changé », se disait-il. Il n'arrêtait pas de penser à Marcus. Il était resté à son chevet, à lui tenir la main jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ensuite, le médecin l'avait chassé en lui disant que lui aussi avait besoin de repos. « Les êtres nous sont seulement prêtés », se dit-il, sans que la sagesse de cette phrase lui soit d'une grande consolation.
Il regarda par la fenêtre le jardin plongé dans l'obscurité où, il y a quelques jours encore, il faisait la lecture à Marcus dans la niche des chiens. Quand sa mère apprendra qu'il est riche, elle prendra le premier avion pour venir le chercher. Je devrais être heureux pour lui. Et je dois simplement profiter le mieux possible du temps qui nous reste. Il fut interrompu dans ses pensées par les chiens qui aboyaient et grattaient à la porte. Rebecca était là. Elle avait une tête épouvantable. Dans la lumière du porche, ses yeux étaient comme deux trous noirs dans son visage. Son nez était bleu et tuméfié. Sa lèvre supérieure également. Elle avait plusieurs points de suture à l'arcade sourcilière. « Je suis venue chercher le morveux », dit-elle avec raideur. Il sentit qu'elle luttait pour ne pas pleurer. « Rebecca », murmura Christer doucement, « tu veux entrer ?» Elle secoua la tête. « Non, je veux juste rentrer chez moi. »« Vera ?» lui demanda-t-il. « Que s'est-il passé ?» Elle secoua la tête à nouveau, et quelque chose en lui eut brusquement si mal qu'il se mit à pleurer. « Elle laissait des traces », dit Rebecca d'une voix qui menaçait de se briser. « Maya nous aurait trouvés. » Il pleurait, alors qu'il mourait d'envie de la serrer dans ses bras pour alléger sa peine. Elle restait immobile, dans le pauvre éclairage de la lampe extérieure. Sa poitrine montait et descendait comme si elle avait du mal à respirer. « Marcus est vivant, » dit-il finalement. « S'il te plaît, entre un moment. »« Ça ne suffit pas, » répondit-elle tout bas. « Ça ne suffit pas qu'il soit vivant. » Elle se plia en deux, en pressant son poing fermé contre sa poitrine, comme pour empêcher les pleurs de sortir, s'appuya contre la rambarde de la véranda. Une longue plainte s'échappa de ses lèvres, suivie de sanglots irrépressibles. Le genre de douleur émotionnelle qui casse un être en deux et le fait tomber à genoux. « Ça ne suffit pas !» cria-t-elle à nouveau entre deux hoquets. Puis elle leva les yeux vers lui. « Prends-moi dans tes bras. Il faut que... J'ai besoin que quelqu'un me prenne dans ses bras. » Il fit un pas vers elle et l'enlaça, la berça, la serra contre lui murmura des paroles de réconfort dans les cheveux. « Pleure. Oui, voilà, comme ça. » Et ils pleurèrent ensemble. Les chiens sortirent de la maison et vinrent s'asseoir autour d'eux. Le morveux glissa son nez entre les genoux de Rebecca. Elle leva son visage vers Christer, chercha sa bouche avec la sienne. Tout doucement, à cause de la douleur. « Fais-moi l'amour, » dit-elle. « Baise-moi assez fort pour me faire oublier. » Il aurait dû refuser. Ce n'était pas une bonne idée. Mais elle se tenait serrée contre lui. Comment aurait-il pu la lâcher dans ces circonstances? Ses mains trouvèrent un chemin à l'intérieur de sa veste, sous son pullover. Il l'entraîna à l'intérieur. « Et vous, vous entrez aussi », dit-il au chien, réussissant par il ne savait quelle prouesse à refermer la porte derrière eux. Il lui prit les mains et monta les marches devant elle, à reculons. Les larmes de Rebecca coulaient sur ses paumes. Les chiens marchaient derrière comme un cortège nuptial. Il la coucha sur le lit et s'allongea sur elle, incapable de la lâcher une seconde. Il se mit à la caresser, prit ses petits seins entre ses mains. Elle se débarrassa fébrilement de ses vêtements et lui ordonna de se déshabiller. Il obéit, revint se coucher nu près d'elle, pensant à chaque instant qu'elle allait lui demander de s'arrêter. Elle était si douce. Il embrassa ses cheveux et ses oreilles, et la moins abîmée de ses lèvres. Il se félicita d'avoir arrêté de chiquer. Elle ne lui demanda pas d'arrêter. Au contraire, elle l'attira dans son ventre. Il se dit qu'il faisait une énorme connerie, mais c'était trop tard. Il était perdu. Après, il alla chercher un verre d'eau et les somnifères que lui avait donnés le médecin. « Et Marcus, tu crois que sa mère va venir le chercher maintenant qu'il est riche ?»« Je ne sais pas, » répondit-il en lui tendant l'un des comprimés. « Tiens, dors maintenant. »« Elle va vouloir l'argent, » insista Rebecca. « Elle n'a jamais voulu le voir. »
Mais maintenant, cette garce, évidemment qu'elle va vouloir le récupérer. Elle se tut en remarquant la tristesse dans les yeux de Krister. « Tu aurais voulu t'en occuper ?» lui demanda-t-elle. « Oui, dit-il tout bas, depuis le jour où je l'ai trouvé. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Et maintenant que je l'ai eu avec moi quelques jours, Il s'interrompit, bouleversé. Elle se leva. « Habille-toi. J'appelle Björnfoot et Anna-Maria. » Anna-Maria Mella, Rebecca, Krister et Alf Björnfoot se donnèrent rendez-vous dans l'appartement de fonction de Björnfoot. Il était 1h30 du matin. Ils s'installèrent dans la pièce qui servait à la fois de salle à manger et de salon et se réchauffèrent avec chacun son mug de thé. La tenue de ski nordique du procureur Björnfoot traînait sur le dossier du canapé. Dans la salle de bain était installé un banc de réglage sur lequel était posée une paire de skis. Il y en avait un qui attendait la neige avec impatience, en tout cas. « Tu es complètement cinglée, » dit Anna-Maria à Rebecca. Elle l'a abandonné quand il avait 1 an. Elle n'a jamais demandé à le voir lorsqu'elle en avait la possibilité. Je veux que ces titres disparaissent. Alf Björnfoot ouvrit la bouche et la referma. « Nous devons les enfermer dans un coffre à la banque jusqu'à sa majorité, » poursuivit Rebecca. « Je vous promets de surveiller la société de près pour m'assurer qu'il n'y aura pas d'augmentation de capital ni quoi que ce soit d'autre qui risque de faire tomber le cours des actions. » Urian est au courant qu'elles existent, fit remarquer Anna-Maria ennuyée. Qu'elles existaient? Mais oups, Solbrit a dû les mettre à la poubelle, répliqua Rebecca, persuadée qu'elles étaient sans valeur. Si la mère de Marcus a envie de s'occuper de lui, super. Mais il faut qu'elle veuille le reprendre sans l'argent. Elle n'a aucune intention de le reprendre, dit Anna-Maria. Elle se tourna vers Krister. Toi, tu veux t'occuper de lui alors? Tu sais ce que c'est d'élever un gamin? Sans compter que celui-là en a vu des vertes et des pas mûres. Oui, je veux m'occuper de lui. Et je ne veux pas de son argent. S'il ne tenait qu'à moi, vous pourriez le brûler. Personne ne va brûler quoi que ce soit, intervint Alf Björnfoot. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi on parle? Je n'ai jamais vu aucune action, moi. Moi non plus, déclara Anna-Maria. On peut aller dormir maintenant? Oui, dit Rebecca en évitant de regarder Krister. Je suppose que oui. Jeudi 27 octobre. Karl von Post se réveilla avec un coup au cœur. « Merde !» se dit-il en tendant la main vers le téléphone. Alf Björnfoot répondit à la première sonnerie. Von Post regarda l'heure. Bien sûr qu'il était réveillé. Il était plus de 8 heures. « Jenny est grotte !» s'exclama Von Post. « Dites-moi qu'elle n'est plus enfermée dans la cellule du commissariat. »« C'est vous le chef d'instruction. Si vous n'avez pas demandé qu'elle soit libérée, elle doit y être encore, » répondit Alf Björnfoot mollement. « Mais je... » commença Von Post, se demandant comment se sortir de cette nouvelle bavure. « Personne ne m'a informé de ce qui s'est passé hier. » Grogna le procureur général avec un flegme encore plus marqué. « Je viens de voir Anna-Maria il y a un instant et elle m'a dit qu'elle vous avait fait un rapport hier soir, par téléphone. Je pense que cette conversation apparaîtra sur vos mobiles, alors vous devriez peut-être prendre 1 minute pour réinterroger votre mémoire. »« Je vais appeler immédiatement et la faire libérer, » s'empressa de déclarer Von Post. « Il n'y a pas péril en la demeure, après tout. Elle a juste passé une nuit. »« Je n'y compterai pas trop à votre place. N'oubliez pas qu'elle a pris Zilberski comme avocat. Quand une garde à vue ou une mise en examen n'a plus lieu d'être, la privation de liberté doit être interrompue. Aussitôt. Pas au bout de quelques heures, ni a fortiori le lendemain. » Karl von Post gémit de façon audible. Le bavard au nez busqué allait le bouffer tout cru pour le petit déjeuner. « On va m'accuser de faute professionnelle, » gémit-il entre ses dents. Il arrivait en effet qu'un juge ou un procureur soit condamné pour faute professionnelle s'il oubliait, par exemple, de déduire des journées de détention préventive d'une peine d'emprisonnement ou de priver sans raison valable une personne de sa liberté. Le magistrat ne perdrait pas son job, mais le blâme qu'il ne manquerait pas d'essuyer ternirait irrémédiablement sa réputation.
C'était le genre d'anecdote dont on parlait derrière votre dos pendant des années. Rebecca Martinson sera dans la salle d'audience, et elle boira du petit lait, je vois ça d'ici. Pleurnicha-t-il. Je ne pense pas, le rassura son supérieur en se disant en son fort intérieur. Mais moi, je ne manquerai cela pour rien au monde. Quand Rebecca ouvrit les yeux, ce fut pour croiser le regard de Krister. Depuis combien de temps la regardait-il dormir? Tintin, le morveux et Roy s'étiraient au pied du lit. « Bonjour, beauté », lui murmura-t-il. « Comment te sens-tu » Elle fit quelques grimaces pour tester les muscles de son visage. Il était raide et gonflé. « N'essaye même pas. Je sais bien que tu cherches à me flatter pour coucher avec moi. » Je rêve où il y a 3 chiens sur le lit. Krister poussa un soupir. Tu ne rêves pas. Mais c'est de votre faute aussi, à Marcus et à toi. Rebecca se pencha pour prendre le téléphone dans la poche de sa parka qui traînait sur le plancher. 3 messages et 5 appels manqués de Mons. Il y a quelque chose qui cloche quand on ne prend plus les appels de son petit ami, songea-t-elle. Qu'on n'a plus envie de lui parler, qu'on se sent harcelé. Et puis, ce n'est peut-être pas tout à fait normal non plus de faire l'amour avec un autre. « Je vais le quitter », dit-elle à Krister. Il lui passa doucement la main dans les cheveux. « Yes !» jubilait-il intérieurement. Tout haut, il dit « Ne prends pas de grandes décisions dans la précipitation. »« D'accord, » répondit-elle. « Mais tu peux en prendre de petites. Je vais chercher Marcus à l'hôpital. Tu veux déjeuner avec nous ?» Elle sourit, prudemment. Elle avait quand même un peu mal, au visage et au cœur. Une petite décision à la fois. « Oui, je veux bien déjeuner avec vous. » Conclusion. Après le succès de Tant que dure ta colère, Asa Larsson, star du polar scandinave, part sur les traces d'un terrible et lointain secret, dans les paysages crépusculaires et inquiétants du Grand Nord suédois. Asa Larsson est fille spirituelle de Jack London. Ne serait-ce le sexe, féminin pour masculin, l'analogie de la localisation, la Laponie suédoise contre le Grand Nord canadien, une passion immodérée pour cette nature boréale, sa flore et faune, cette dernière symbolisée par un amour commun pour les compagnons canins, Asa Larsson nous fait penser à l'auteur américain et à quelques-uns de ses romans d'aventure. Qu'il s'agisse de ceux traitant des immensités glacées, Cro-Blanc, La fille des neiges, Le silence blanc, ou ceux affichant les luttes sociales, La vallée de la lune, Martin Eden. Dans ce dernier roman, En sacrifice à Moloch, tout cela y est mêlé, l'environnement neigeux, l'opposition sociétale des milieux d'évolution. À travers 2 époques bien distinctes, presque un siècle d'intervalle, celle de la Première Guerre mondiale ou la Suède, neutre dans le conflit, participe aux efforts de guerre économiquement de part et d'autre et la période très actuelle. Rebecca Martinson, procureure dans cette lointaine contrée glacée, va être mise à l'écart d'une enquête où les restes d'un homme sont découverts dans les entrailles d'un ours, puis d'un assassinat sauvage à coups de fourche d'une femme. Mais la curiosité est plus forte, d'autant qu'elle se prend de pitié pour un enfant de 8 ans qui a pu être témoin du second drame et pour une chienne abandonnée. En fouinant, elle va s'apercevoir que les 2 affaires sont liées et qu'elles trouvent leurs racines près d'un siècle plus tôt dans d'autres calamités vécues par une seule et même famille. En marge de sa hiérarchie, bravant les interdits et un collègue dont la pédanterie rejoint la bêtise, avec son cercle d'amis, avec son intelligence, son attention, son alacrité coutumière, elle va trouver les liens et le mobile. Pour un final où comme dans son précédent opus, Tant que dure la colère, elle paie de sa personne aimant qui laissait la vie. Asa Larsson, qui a aussi l'art de faire parler la nature et les animaux, sait envoûter ses lecteurs par l'intermédiaire de son héroïne, parfait calque de sa créatrice également avocate. Les personnages négatifs sont admirablement campés. Ils possèdent toutes les imperfections. Pour ne pas dire vice, lâcheté ou sauvagerie qu'engendre la rudesse du climat, la solitude de l'isolement hivernal et rumine des vengeances qui passent de génération en génération comme des héritages génétiques.
Par opposition, Asa Larsson charme par la pureté et la puissance de ses acteurs principaux comme Anna Maria Meile, la policière mère de famille qui a du mal à assumer les deux fonctions. Christé Eriksson, grand brûlé défiguré policier maître chien amoureux de Rebecca, Sylvain le vieux et paternel voisin, Pojanen le médecin légiste. Une antinomie réussie entre les bons et les mauvais. Toute la réussite d'un roman. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette partie. Et comme d'habitude, la fenêtre incrustée à 10 secondes de cette vidéo vous permet d'aller directement à la suite si elle existe, ou à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Pensez aussi à activer la cloche pour être averti de nouvelles publications. N'hésitez pas à liker si vous aimez et le commenter pour donner votre avis. Au prochain épisode.